Bonjour à tous, je suis Laurence Malandrin, je suis, chargée de recherche INRAE. Je travaille dans une unité de recherche mixte INRAE, Oneris et donc je suis sur le site de l'école vétérinaire, de Nantes pour mon travail de tous les jours et aujourd'hui, je suis vraiment, très heureuse de vous présenter cette webconférence donc sur l'éthique et la pyroplasmose équine, donc un sujet qui me tient vraiment à cœur et je vais vous parler, de la diversité des situations et des inégalités qu'il peut y avoir, en France. Un bref, aperçu de ce que je vais vous présenter. Donc je vais revenir rapidement sur, la pyroplasmose équine et sur, la notion de vecteur compétent. Je vais vous présenter aussi le projet Pyrogotique, puisque ce sont les résultats de ce projet que je vais ensuite vous présenter. Donc sur la pyroplasmose équine elle-même, donc les porteurs asymptomatiques, le génotypage des parasites et puis aussi tout un volet sur les tiques des équidés en France, les espèces, les abondances, les répartitions géographiques et vous montrer un petit peu la diversité des situations qui existent en France. Donc rapidement, la pyroplasmose équine, en quelques points clés. La distribution, elle est presque mondiale. Il y a quelques pays qui sont indemnes. Elle est due à deux agents étiologiques, donc deux parasites qui sont responsables, Theileria equi et Babesia cabali. Vous entendrez peut-être parler de Theileria annei. Si vous avez des questions, je pourrai y répondre. La maladie qui est provoquée, elle peut être asymptomatique avec des porteurs sains, comme on appelle, à sévères, voire mortels pour certains chevaux. Les symptômes, sont assez, classiques: fièvre, ictère, anémie, mais ils ne sont pas forcément spécifiques, de cette infection. L'impact économique, forcément, il y en a un du fait de la maladie elle-même, mais aussi de la part du fait qu'il y a des restrictions de mouvement pour les chevaux qui sont infectés et que le statut indemne est demandé à l'importation pour les chevaux qui doivent aller dans des pays indemnes. Le diagnostic, rien d'extraordinaire, sur symptômes, par des méthodes sérologiques ou par des méthodes moléculaires. Donc tout d'abord, un petit rappel sur, le cycle des 2 parasites qui sont responsables de la pyroplasmose équine. Donc tout d'abord, Theileria equi. Donc ici, vous avez le cycle avec les 2 hôtes, donc l'équidé ici et le vecteur qui est la tique ici. La tique qui vient se fixer sur votre cheval, elle peut être infectée et infectante et porter Theileria equi. Quand elle va commencer son repas de sang, elle va injecter des parasites sous la forme sporozoïte dans la circulation sanguine, de votre cheval et à ce moment-là, ces parasites vont aller dans les cellules mononucléées du sang périphérique. C'est une première étape au cours de laquelle il y a une multiplication importante du parasite qui ensuite est libéré et se retrouve ensuite dans les globules rouges ou les hématies sous la forme de mérozoïtes, trophozoïtes. Et là, il y a un cycle de multiplication asexuée qui se produit pendant plusieurs années chez votre cheval. Quand une autre tique vient se fixer, donc là, ce n'est pas la même tique, vient se fixer sur votre cheval qui est infecté, elle va ingérer des parasites et certaines formes seulement de ces parasites vont pouvoir être transmises à la tique. Ce sont les gamétocytes qui vont donner des gamètes qui vont former le zygote. Et là, il y a la reproduction sexuée. Et ensuite, ça traverse la barrière intestinale sous forme de kinète et ça se retrouvera au stade suivant. Il y a bien une mue ici entre les deux. Ce n'est pas la même tique à proprement parler qui s'infecte et qui va infecter et donc se retrouver dans les glandes salivaires de la tique du stade suivant. Donc maintenant, ça c'était Theileria equi. Maintenant, on va regarder ce qui se passe chez Babesia cabali. Donc on retrouve de la même façon l'équidé, d'un côté, le vecteur, la tique, de l'autre côté. 2 grosses différences entre ces 2 parasites. Ici, les sporozoïdes qui sortent des glandes salivaires envahissent directement les globules rouges. Il n'y a pas de stade dans les cellules mononucléées et reproduction asexuée de la même façon. Ici, pas de changement, ici, pas de changement. Deuxième point important, qui différencie Babesia cabali de Theileria equi, c'est que ce parasite peut passer dans les ovaires de la tique et être transmis à la descendance de la tique via les œufs, puis les larves et donc générer une descendance qui sera, infectée. Maintenant, je voudrais aborder avec vous la notion de vecteur compétent. Toutes les tiques, toutes les espèces de tiques ne transmettent pas toutes les espèces de parasites. Il y a la notion de compétence vectorielle. Ici, j'ai repris le schéma que je vous ai présenté tout à l'heure en ne gardant que la partie, tique. Et en fait, il y a des étapes très importantes d'interaction entre le parasite et le vecteur qui font que
cette transmission, elle ne se fait pas de façon automatique. Ces étapes, c'est ici, dans le tube digestif de la tique, où vous avez le zygote qui doit rentrer dans les cellules de la barrière intestinale du vecteur, donc de la tique, pour se multiplier et donner des kinètes. Donc une première étape spécifique d'interaction. La deuxième étape ici, pour Babesia caballi, c'est le passage de ce qu'on appelle les kinètes vers les ovaires. Et ensuite, pour les deux parasites, le passage des parasites qui sont dans les musseuls, donc dans la lymphe du parasite, de la tique, vont passer dans les glandes salivaires. Et là aussi, il y a une spécificité d'interaction qui peut intervenir. Donc, toute tique n'est pas un vecteur compétent de tout parasite. Ça, c'est important à retenir parce que ça permet de connaître et d'évaluer le risque que vous avez ou que les chevaux ont d'acquérir telle ou telle maladie. Maintenant, je vais vous parler rapidement du projet Pyrogotique, donc ce projet sur la pyroplasmose équine en France, hein, avec une étude sur les vecteurs et sur la prévalence et la diversité génétique des agents qui sont responsables de la pyroplasmose équine. Donc ici, vous avez notre petit logo, dont on est très content. Et donc ce projet Pyrogotique fait intervenir l'UMR Bioépar, bien sûr, ici au centre, mais aussi des personnes qui travaillent en fait dans les cliniques équines des 4 écoles vétérinaires de France, donc à Nantes, à Maisons-Alfort, à Lyon et à Toulouse. On travaille également avec le RESP, donc le réseau d'épidémiologie surveillance en pathologie équine, l'AFNC, et on a eu de l'aide au démarrage du projet, on a eu beaucoup d'aide de la part de l'association Sciences Équines qui nous a permis d'être connus et de pouvoir travailler avec des personnes du public. Nous sommes financés par 3 financeurs à part égale, donc l'IFCE, Fonds Éperon et aussi France Futur Élevage. Et ces financeurs nous ont permis de pouvoir réaliser le projet qui est toujours en cours. 2 actions pour ce projet, une action sur les parasites, une action sur les vecteurs. Sur les parasites, on a prévu et on a travaillé sur la notion de prévalence de ces parasites chez les équidés. On travaille également sur le génotypage, donc le typage génétique de ces parasites, donc Theileria equi et Babesia caballi. Pourquoi faire? Pourquoi est-ce qu'on s'amuse, enfin, on s'amuse à faire du génotypage? Pour mieux comprendre la phylogénie, donc comment sont structurées les souches les unes par rapport aux autres dans le monde entier, mais aussi pour mieux diagnostiquer la maladie et aussi pour évaluer l'intérêt de certaines cibles vaccinales. Pour l'action vecteur, on voulait savoir quelles tiques étaient présentes sur les équidés, donc faire un inventaire des tiques qu'on pouvait trouver sur équidés en France. Où est-ce qu'on pouvait les trouver? Donc une distribution géographique sur la France. Quand est-ce qu'on les trouvait? Donc la dynamique saisonnière, est-ce qu'on les trouve au printemps, à l'automne, l'été, l'hiver même? Et ensuite, toute une partie qu'on n'a pas encore beaucoup avancée, qui est sur la transmission des parasites. Donc, comment se fait cette transmission? Est-ce qu'elle se fait dès que la tique est fixée? Est-ce qu'elle se fait quelques jours après que la tique se soit fixée? Ça peut avoir un impact sur la façon dont vous allez gérer les tiques. Est-ce que ça vaut la peine de les enlever? Vite, pas vite. Est-ce que ça diminue le risque de transmission? Aujourd'hui, je vais vous parler des 4 points où il y a un petit ticket. Donc, je vais vous parler de la prévalence, du génotypage, de l'inventaire des tiques et de leur distribution géographique. Tout d'abord, pour les parasites, la notion de prévalence. Donc, c'est pour cette partie du projet que nous avons travaillé donc avec les 4 écoles vétérinaires de France. Et nous avons travaillé sur 561 équidés qui étaient des chevaux porteurs asymptomatiques, c'est-à-dire qu'ils venaient dans les cliniques équines des écoles vétérinaires pour d'autres raisons qu'une pyroplasmose aiguë. Il n'y avait pas de symptômes de pyroplasmose au moment de l'analyse sanguine. Qu'est-ce qui ressort? C'est qu'en fait, 37% si on prend les chiffres de la France entière, 37% de ces chevaux sont porteurs de pyroplasmose, ce qui est beaucoup, qui est même énorme, et que majoritairement, ils sont porteurs de Theileria equi pour 36% et qu'il y a 3% de porteurs de Babesia caballi. Le chiffre ici de 39 par rapport à 37 vient du fait qu'il y a aussi des co-infections, des chevaux co-infectés par les 2 espèces de parasites. Qu'est-ce qui ressort de cette étude? C'est qu'en fait, il y a une inégalité de prévalence en France et que finalement, dans le nord de la France, la prévalence des porteurs de pyroplasmose équine est beaucoup plus faible, à 16%, que dans le sud-est, à Lyon, avec 54% de porteurs, c'est-à-dire la moitié des chevaux qui sont porteurs asymptomatiques de la pyroplasmose. Majoritairement Theileria equi. Le génotypage, qu'est-ce que ça a donné? Alors le génotypage, pour l'instant, ce que je vous présente, c'est le génotypage sur un gène qui s'appelle l'ARN ribosomal 18S, qui est un gène très conservé
et pour lesquels on a des informations sur des souches qui viennent du monde entier. Alors qu'est-ce qui se passe, en France pour Theileria equi ici? Donc ici, c'est un arbre phylogénétique, donc c'est un petit peu l'arbre généalogique, de nos parasites et on se rend compte qu'en fait, il y a 5 lignées A, B, C, D, E de ce Theileria equi et que nous, en fait, en France, on a majoritairement ce génotype ici qui est le génotype E. On a un petit peu de génotype A ici, mais souvent, en fait, ce sont des chevaux qui ont une, origine, soit Espagne, soit Portugal, soit sud de la France. Pour Babesia caballi, on avait beaucoup moins de souches, donc on n'a qu'une vingtaine de souches pour lesquelles on a pu faire le génotype, mais pour l'instant, tout est du génotype A. Donc ça, c'était la partie sur, les parasites. Maintenant sur les vecteurs. Sur les vecteurs, je vais vous présenter le programme qui s'appelle Pyrotique, hein, qui est un programme qui continue toujours de sciences participatives. Donc on fait appel, aux détenteurs d'équidés pour participer et envoyer les tiques qu'ils collectent sur leurs chevaux. Donc que fait le détenteur d'équidés dans ce programme? En fait, quand il trouve une tique, s'il veut bien nous l'envoyer, il l'enlève, il complète ce formulaire ici avec, la localisation géographique de la tique, mais aussi la localisation, de la tique sur le cheval. Est-ce que c'était au niveau, ganache? Est-ce que c'était au niveau crinière? Est-ce que c'était pli de l'antérieur? C'est important parce que les espèces de tiques semblent avoir des préférences sur la localisation où elles se placent, en fait, sur le cheval pour se fixer et ensuite envoyer donc, au laboratoire le formulaire ainsi que là où les tiques, qui ont été collectées. Alors, on a ici quelques dessins de participants qui n'avaient pas pu imprimer et qui ont trouvé une solution pour, envoyer quand même les résultats de la localisation d'un tique sur leur cheval. Et nous, qu'est-ce qu'on fait? Ben, ici, c'est moi en train d'identifier, les tiques à la loupe binoculaire, donc une par une. On vous transmet, les résultats de l'identification, de votre tique, donc vous savez quelle espèce de tique, vous trouvez, dans votre condition particulière d'environnement et ensuite on fait une cartographie, donc des tiques qui sont collectées en fonction des espèces. Ici, c'est pour l'analyse de la partie, transmission des parasites, donc on n'a pas encore, fait de façon, approfondie et pour ça, on dissèque, les tiques et on récupère les organes qui sont importants dans la transmission, c'est-à-dire les glandes salivaires, c'est là où se trouvent les parasites qui sont en train d'être injectés, à votre cheval au moment où vous, collectez la tique et ici, ce sont les ovaires, donc ce sont les parasites qui vont être transmis, potentiellement à la descendance. Le programme Pyrosentinelle est un programme, qui est maintenant, en train de se terminer et qui est un programme qui dure depuis 3 ans et c'est un programme qui est très, très, demandeur pour le propriétaire d'équidés, puisqu'en fait, on a demandé à des propriétaires de vérifier chaque semaine, la présence de tiques sur leurs chevaux au pré, bien sûr, et de les collecter et ça pendant 2 à 3 ans et donc ils les conservent dans l'alcool. Ils complètent ici, une fiche de suivi avec le nombre de chevaux qui ont été, ce que j'appelle papouillés, c'est-à-dire on a vérifié la présence de tiques, la période, s'il y a eu des choses particulières, des traitements, anti-tiques notamment, qui ont été appliqués sur les chevaux et quand la boîte est pleine, ils nous l'envoient et nous on fait, bah, de nouveau l'identification. Donc là, bah, vous voyez que chaque petit point dans les boîtes, c'est une tique, qu'on va identifier donc avec la loupe qui est derrière. Pour les candidats qui étaient intéressés et on a demandé une prise de sang, de façon à pouvoir faire le lien entre finalement le portage des parasites chez les chevaux qui ont été suivis pendant 2 ans et finalement les espèces et les quantités de parasites de tiques qu'on a pu, collecter. Et à partir de ça, on fait des dynamiques, saisonnières, donc finalement les périodes d'activité et les pics d'activité des tiques en fonction des saisons et également de la cartographie, tout ça grâce, à la mise en place d'une base de données. Donc, je vais vous présenter maintenant, les résultats, du programme, Pyrosentinelle. Donc ici, c'est un point que j'ai fait donc en septembre 2023. Donc on avait 434 volontaires, inscrits au départ et pour l'instant, on a 234, propriétaires volontaires qui ont envoyé, des tiques et ces 234, volontaires sont répartis dans 86 départements français. On a pour l'instant identifié déjà un nombre assez faramineux de tiques, puisqu'on a identifié 125 000 tiques, sur la France entière et il en reste encore, à identifier. Mais on peut déjà donner des conclusions qui sont, maintenant assez stables, vu le nombre de tiques qu'on a analysées. C'est qu'en fait, on trouve 8 espèces majoritairement présentes sur les chevaux, en France métropolitaine
Donc ici, c'est la répartition des quantités de ces tiques en fonction de l'espèce. Donc vous voyez ici donc l'espèce la plus abondante, c'est Dermacentor reticulatus avec 44 des tiques qui ont été, identifiées qui appartiennent à cette espèce. Vous la voyez ici sur le côté avec la femelle ici et le mâle. Ixodes ricinus, 29 des tiques, donc avec la femelle qui est assez connue avec son corps un peu orangé et le mâle. Dermacentor marginatus qui ressemble beaucoup, à Dermacentor reticulatus, c'est le même genre, pas la même espèce et Yaloma marginatum, donc avec 8 des tiques, pour Yaloma marginatum et puis 4 espèces qui sont présentes à moins de 2 donc Hemaphysalis punctata, 2 espèces de Rhipicephalus, Bursa et Sanguineus et Hemaphysalis concina. Donc ça, c'est un premier bilan. Qu'est-ce qu'on peut déduire de ce bilan? Eh bien, que pour la pyroplasmose, c'est pas très bon, puisqu'en fait, si vous regardez ici le P, tous ceux où il y a toutes les espèces pour lesquelles il y a un P sont des vecteurs compétents, pour la pyroplasmose équine. C'est-à-dire qu'à peu près 70 des tiques, collectées, sur la France entière sont des vecteurs compétents de pyroplasmose équine. Maintenant, ce qui est intéressant de regarder, c'est comment sont répartis, ces différents vecteurs. Donc ici, je vous ai remis le graphique pour, bien, faire le lien entre, les abondances et les répartitions et donc ici, c'est le pourcentage des sites qui ont été étudiés, donc des 234 sites, où chacune des espèces est présente. Donc on se rend compte qu'Ixodes ricinus, qui n'est pas, majoritaire en quantité, est présente sur le plus grand nombre de sites puisque à peu près 90 des sites cette espèce a été collectée. Dermacentor reticulatus, donc la plus abondante ici en quantité, est aussi également très largement répandue en France, puisque 75 des sites étudiés présentaient cette espèce. Pour 45 Dermacentor marginatus, qui ne représente pourtant que 15 en abondance. Et intéressant, Yaloma marginatum, donc très peu de sites, pour pourtant une population qui représente 8 des tiques collectées. Donc des diversités de répartition et de nombre de sites qui peuvent présenter ces différentes espèces. Je vais vous présenter 3 cartographies qui sont très différentes. Donc ici, c'est la répartition d'Ixodes ricinus sur les différents sites qu'on a pu étudier. Et donc, vous voyez qu'effectivement, cette tique, elle est largement distribuée, dans la France entière. Un petit peu moins ici, dans la partie sud. C'est pas une tique qui aime la chaleur, donc effectivement, on la retrouve moins dans le sud. Dermacentor marginatus, une répartition, un peu différente, puisque vous voyez que la partie nord ici et la partie ouest, Bretagne, ce sont des environnements ou des climats qui ne semblent pas convenir à cette tique et préfèrent plutôt de l'océanique et du plutôt méditerranéen. Et Yaloma marginatum, donc elle, une tique, qui est invasive, qui vient du sud et qui effectivement pour l'instant est installée, dans le pourtour, méditerranéen ici avec quelques points évidemment, en Corse. Donc ça, ce sont des données assez, globales. Maintenant, je vais vous montrer quelques situations, particulières et en fait, ce qui est surprenant, c'est que les situations sont très variables en fonction des lieux et des sites géographiques. Ici, ce sont, le nombre de tiques collectés par semaine. Donc ici, vous avez chaque bâton correspond à une semaine de collecte, avec le nombre de tiques collectés, pour chaque semaine, avec mâles et femelles dans 2 couleurs de bleu ici différentes. Et vous voyez qu'ici, eh bien, en fait, sur ce site-là, très majoritairement, c'est Dermacentor reticulatus qui est présente. Dans d'autres sites, on va avoir une très grande majorité ici de Dermacentor marginatus, mâles et femelles. Dans d'autres sites, on va avoir que des Ixodes ricinus et ici, ce ne sont même pas des adultes, ce sont des nymphes et des larves, donc des stades avant les stades adultes. Donc des situations qui sont très diverses. Alors, pourquoi c'est important de savoir un peu dans quelle situation, chaque détenteur d'équidés se trouve? C'est que pour ces deux sites, il y a un risque de pyroplasmose qui est très net. Par contre, si vous vous trouvez dans cette situation-là, étant donné qu'Ixodes ricinus n'est pas un vecteur compétent, de la pyroplasmose, le risque est beaucoup moindre que votre cheval se fasse infecter par les parasites responsables de la pyroplasmose. Et puis il y a des situations, où il y a un petit peu toutes les espèces de tiques. Donc ici, c'est dans le sud de la France, je vous le cacherai pas puisqu'il y a des Rhipicéphalus qui aiment bien la chaleur.
Eh bien, il y a 4 espèces différentes de tiques sur les mêmes chevaux. Là, le risque, il est élevé également parce qu'en fait, vous avez, une diversité de possibilités de transmission à la fois, selon pour les espèces et comme les espèces ne sont pas actives toutes à la même période de l'année, vous augmentez la période de risque parce que la période d'activité selon les tiques va être différente. Quelques cas, que je vais vous montrer qui m'ont semblé intéressants parce que ce qui m'a surpris dans les résultats de ce projet, c'est la quantité de tiques qui étaient présentes sur les équidés et je ne m'attendais pas à des quantités, aussi importantes. Alors effectivement, hein, les 3 cas que je présente là, c'est le sud de la France, là où effectivement il y a de la pyroplasmose, en quantité importante. Donc ici, ce sont les collectes sur 2 chevaux où vous voyez qu'en fait, il peut y avoir jusqu'à 190 tiques par cheval et par semaine. C'est énorme. Surtout que c'est une tique qui est très grosse. Ici, dans le Gers, les collectes sur 5 chevaux. Alors, des tiques, oui, et même en hiver. Ici, vous voyez, c'est Noël. Et à Noël, 420 tiques collectées sur 5 chevaux. Pourquoi? Si on regarde la météo qu'il y a eu Noël cette année-là, il a fait 25 degrés dans le Gers, hein, et donc le moindre changement de température va permettre l'activité, de ces tiques. Le troisième cas que je voulais vous présenter, c'est donc, dans le département des Pyrénées-Atlantiques. Là, j'ai été obligée de séparer en fait le graphique en 2 graphiques différents. Donc vous avez ici un premier graphique, où l'échelle va de 100, à 200 pour le nombre de tiques collectées et vous voyez une diversité donc entre les semaines 2 et 7, de 2021, diversité d'espèces et j'ai été pour pouvoir, visualiser correctement, cette partie du graphique, j'ai été obligée de retirer la population de nymphes puisque sur cet élevage, il pouvait y avoir jusqu'à plus de 500 tiques par cheval et par semaine qui étaient des nymphes, d'Ixodes ricinus, donc des quantités, réellement, astronomiques. Pour conclure, qu'est-ce qu'il faut retenir de ce qu'on a pu, montrer, finalement grâce, au projet, pyrogotique? C'est qu'il y a une forte prévalence, de porteurs asymptomatiques de la pyroplasmose en France, avec 37 en moyenne sur la France de chevaux qui sont, porteurs sains, disons non visibles, avec une majorité, de Theileria-Equus et surtout que cette prévalence, elle est inégale. C'est-à-dire que dans le nord, on est à 16 des chevaux et dans le sud, sud-est, on est à 54 des chevaux qui sont porteurs. Une prévalence beaucoup plus élevée, du portage de Theileria-Equus avec, 10 fois plus, de prévalence de portage pour Theileria-Equus que pour Babesia cavalli. 8 espèces de tiques sont présentes sur équidés, 5 sont vectrices de la pyroplasmose. Les vecteurs de la pyroplasmose représentent 70 des tiques collectées en France et ces vecteurs sont présents sur 90 des sites de collecte. La variabilité de la prévalence, de la pyroplasmose en France pourrait s'expliquer donc par les espèces de tiques et leur abondance locale. C'est ce qu'il faut qu'on continue de vérifier avec les données qu'on a. Mais aussi, elle pourrait être liée aux capacités vectorielles variables des espèces vectrices compétentes. Pour en savoir plus, je peux vous conseiller, la lecture, de ces livres sur l'éthique, ainsi que d'un article que j'ai pu, publier sur ça et le site internet, du projet. Je vous remercie.